Mer Bonjour. merci d'être là pour ce nouvel, Parole d'alumni, lors duquel on va découvrir ton parcours de reconversion, Ibrahima. Alors, je vois qu'il y a pas mal de monde ce soir, mais on va quand même laisser le temps, à tout le monde de se connecter et donc en attendant, que tout le monde nous rejoigne, je vous propose qu'on fasse un peu connaissance. Hem, hop, désolé, j'ai été déconnecté de la scène. Je vous propose donc qu'on fasse connaissance et pour qu'on puisse faire connaissance, vous pouvez dans le chat à droite, nous faire un petit coucou et puis nous indiquer d'où vous suivez l'événement. Puis également, si vous êtes, en alumni de Jeddah, si vous êtes un élève actuel ou si au contraire vous vous intéressez à nos formations, n'hésitez pas dans ces cas-là un peu à nous préciser la formation que vous avez suivie, que vous suivez ou que vous souhaiteriez suivre. Ça nous aidera un peu à orienter les discussions. Hem, alors, avant de débuter, je vais me présenter rapidement. Donc Benoît, je suis le directeur marketing de Jeddah et pour ceux qui sont familiers de ces événements Parole d'alumni, qui ont peut-être, déjà regardé des replays sur YouTube ou même assisté en direct, vous avez sûrement remarqué que je remplace Audrey du pôle carrière. Alors c'est tout à fait exceptionnel, mais vous inquiétez pas, ça va très bien se passer et alors justement, je vais vous parler un tout petit peu du pôle carrière avant qu'on débute cet événement. Donc, le pôle carrière, c'est l'équipe qui vous accompagne, tout au long de votre formation et puis surtout après la formation pour vous aider à trouver un emploi et donc, ils mettent plein d'initiatives en place pour vous aider, vous accompagner et l'une de ces initiatives notamment, ce sont ces événements et donc le but ce soir vraiment, c'est que, on puisse vous présenter en détail le parcours d'Ibrahima, mais surtout, c'est que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc l'idée vraiment, c'est de faire quelque chose le plus interactif possible et donc c'est pour ça qu'on a le chat, à droite. Donc n'hésitez pas vraiment, à poser vos questions. Cléolia qui m'accompagne ce soir pourra peut-être répondre à certaines questions s'il y en a trop et puis, on essaiera de faire en sorte, Ibrahima, que tu puisses répondre à un max de ces questions. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, l'idée, c'est de découper l'heure qui va venir en 4 parties. On va commencer par parler, assez rapidement de ton parcours, Ibrahima, avant ta reconversion. Tu vas un peu nous expliquer ce que tu as fait. Tu as eu plusieurs vies professionnelles, donc ça va être super intéressant et puis, on va parler de comment s'est déroulée ta formation chez Jeddah. Alors là, pour le coup, ça sera vraiment utile pour les personnes qui sont encore en formation et puis pour les personnes qui réfléchissent à peut-être suivre la formation parce que tu vas pouvoir peut-être leur donner des tips, des petits conseils et puis, après, on va vraiment s'intéresser à ton insertion professionnelle. Donc, comment est-ce que tu as trouvé, un emploi? Qu'est-ce que tu fais exactement à l'heure actuelle? Quels sont, voilà, les petits challenges que tu as pu rencontrer depuis ta prise de poste? Et on s'intéressera à la fin un peu aux perspectives d'évolution que tu as, dans le domaine, en cybersécurité. Donc, à nouveau, je vous rappelle, avant qu'on débute, n'hésitez pas à nous poser toutes vos petites questions dans le chat. Hem, alors, Ibrahima, déjà, merci beaucoup de participer. Je vais enfin te donner la parole. Est-ce que, tu pourrais peut-être commencer par te présenter un peu et nous expliquer ton parcours, avant cette reconversion? Bien sûr, avec plaisir. Et puis, d'abord, merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de partager un petit peu mon vécu avec d'autres personnes qui sont soit en formation ou certains qui étaient là avec moi. Euh, alors, mon parcours, pour faire simple, je vais commencer dans le domaine informatique. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Benoît, j'ai plusieurs vies professionnelles. Euh, j'ai commencé par un DUT en télécom réseau que j'ai fait au niveau de l'IUT de Rouen, donc attaché à l'université de Rouen. Euh, Par la suite, j'ai commencé une école d'ingénieur en télécom réseau toujours, qui s'appelle INSI à Paris. Par contre, je ne l'ai pas terminé. J'ai arrêté au bout d'une année. Justement, je suis parti dans d'autres contrées à l'époque. Euh, donc, par la suite, j'ai quand même travaillé un petit peu à gauche à droite, soit pour faire de l'intérim ou voilà, des services informatiques en gros. Et puis en 2004, j'ai rejoint l'armée. Donc je suis resté 5 ans.
pendant 5 ans. Bon, vraiment une vie de militaire, hein, avec bon, j'étais dans un régiment parachutiste, donc voilà, un peu, j'ai bougé un petit peu partout, que ce soit en France, ou en Europe, ou même dans d'autres pays. Donc par la suite, quand j'ai décidé vraiment que j'allais plus, je n'allais pas continuer dans cette voie, ben, j'ai commencé un petit peu ma sortie en essayant déjà de me rapprocher de ce qu'on appelle la cellule informatique régimentaire, donc là où j'étais. Euh, donc voilà. Par la suite, quand je suis sorti de l'armée, j'ai quand même fait pas mal d'expériences entrepreneuriales, que ce soit ici en France ou à l'étranger. Du coup, ça nous ramène en 2016 où je suis quand même, bon, j'étais souvent à l'étranger quand même, c'est durant cette période. Et puis en 2016, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Vidéoconsult. Donc pareil, hein, c'est une boîte qui faisait de l'installation de caméras de vidéosurveillance un petit peu partout, que ce soit dans les commerces, dans les syndics de copropriété, ou voilà, un peu partout, quoi, on va dire. Vous voyez, on en voit partout un peu de la vidéosurveillance. Donc, c'est ce qui m'a ramené encore à nouveau dans le domaine des télécoms réseaux. Parce que bon, là, ça revient bien. Ça consiste à se déplacer chez les clients, installer et puis configurer, quoi. Grosso modo, c'était ça. Et en 2018, ça me ramène chez Linked. Donc, Linked venait d'être lancé il y a à peu près un an. Et puis, donc, ils cherchaient quelqu'un de confirmé, quelqu'un d'opérationnel tout de suite sur le terrain au niveau de l'île de France. Bon, ça me convenait. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai embarqué un petit peu chez Linked. Et puis, donc, j'ai commencé par plusieurs, par un poste de technicien de proximité. Donc, ça consistait vraiment toujours à aller chez nos clients, d'abord soit pour faire des visites techniques avant l'installation. Et puis, une fois que tout est OK le jour J, venir installer un petit peu les solutions qu'on a vendues à nos clients. Et puis, après, les accompagner jusqu'à ce qu'on reçoive le PV de recette, quoi. J'ai fait ça pendant une année. Je ne sais pas si je suis sur la trame. Non, non, très bien. Et justement, donc pour bien comprendre, Bon, tu commences par un DUT en télécom et réseau. Ensuite, tu pars à l'armée, mais à c'est l'armée, ça. tu fais quelque chose de complètement différent, puisqu'au départ, tu n'es pas dans l'informatique du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais bon, l'informatique, on en a partout hein, aujourd'hui. Ouais. Il y en a partout. Donc voilà. Donc, c'était pas pour ça. Et finalement, tu reviens progressivement vers ça à la fin de ta formation à l'armée et puis en étant technicien réseau et télécommunications. Mais au final, qu'est-ce qui t'a poussé au bout de quelques années chez Linked à te dire, bon, ben, j'ai envie d'avoir de nouvelles compétences et d'aller vers la cybersécurité? Alors, il faut dire, grosso modo, ça faisait quand même quelques années où je me challengeais pas vraiment. On va dire que je faisais ce que je savais faire. Technicien chez les clients, installer, configurer, voilà. C'est pas des choses qui me challengeaient vraiment. Donc, bon, assez rapidement, j'ai fait un peu le tour du métier. Et puis, si vous vous souvenez bien, on a eu le Covid entre-temps, durant cette période. Donc, ça a quand même joué un petit peu. Et puis, on va dire, avant le Covid, déjà, je pensais à faire autre chose, mais au sein de LinkedIn même. Sauf que par rapport au poste sur lequel j'étais, on va dire, j'avais atteint un petit peu le plafond, quoi. Parce que c'était soit ça, ou soit je partais, quoi. Grosso Ok. modo, voilà. Donc, voilà. Donc, au moment où je rentrais en formation chez JEDA, c'était avec l'optique de changer des boîtes, changer de métier, et puis aller faire autre chose, quoi. Du coup, il y Ok. avait la cybersécurité qui m'a intéressé pendant cette période. Et pourquoi tu t'es intéressé à la cybersécurité? Parce que ouais, c'est peut-être une question qu'on peut avoir, hein, mais c'est à quel point tu connaissais un peu la cybersécurité de par ta formation initiale? Alors, c'était déjà une appétence, hein, une appétence à tout ce qui est sécurité depuis longtemps. Ça, déjà, de qu'on fait de l'informatique, voilà, on va dire, il y a des choses comme ça qui nous intéressaient. Et puis, on va dire, il y a un petit peu que c'est un peu dans l'air du temps aussi. Parce que, bon, de plus en plus, ces dernières années, on en parle de plus en plus, parce qu'il y a des attaques, et même en interne, ça commençait à en parler. Donc, il y avait aussi ce côté où on se disait, quand on voyait qu'il arriverait à un moment donné, ou avec, surtout avec
le développement de la 5G, les IoT, etc. Il y a plein de choses qui font que de plus en plus, on va avoir besoin de sécurité. Et moi, j'ai toujours essayé de joindre un petit peu les deux, c'est-à-dire l'utilité des choses, mais aussi le plaisir de faire des choses, quoi. Donc, la cyber répondait un petit peu à ça. Ok. Voilà. Donc, il y avait à la fois un petit côté passion, et puis aussi, en côté professionnellement, ça a du sens. C'est un secteur qui est porteur, et toi, tu le voyais en travaillant Exactement. déjà un peu dans l'informatique. Alors, pour bien comprendre, parce que tu nous parles que vraiment, il y a un déclic qui se fait au moment du Covid, mais en fait, au final, tu es rentré en formation chez Jeddah en 2024, donc pas mal de temps après. Justement, j'imagine Ouais. que tu as beaucoup réfléchi à ton projet. Euh, Ouais, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a vraiment fait, quel a été le déclic final pour te dire: «OK, je change, je fais une formation»? Euh, il y a le fait que, bon, pour revenir un peu en arrière, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est mûri depuis un moment donné. Quand on cherche à faire une reconversion, parfois on a plusieurs idées, ou voilà, il y a une idée qui est dominante, mais parfois, quand même, il y a plusieurs idées. Du coup, il a fallu prendre le temps de vraiment mûrir les choses. Et puis même, parfois, on se dit, hein, une reconversion, c'est un peu lourd, et puis voilà, il faut retourner en formation, etc., etc. Puis il y a le risque après de devoir quitter son poste pour aller sur notre poste. Quand on a déjà comment dire, on va dire des engagements, quand on a des responsabilités, après, voilà, c'est toujours. Donc, on prend le temps de mûrir. Et puis, donc, moi, je me suis fait aider quand même. Voilà, pour mûrir le projet, je me suis rapproché de certains professionnels, hein, pour leur parler de mon projet et puis de ce qu'ils en pensaient. J'ai passé des tests parfois pour, on va dire, dégager mes soft skills, etc., pour voir vraiment si ce job allait être adéquat avec ma personnalité. Et même parfois, on m'a demandé si j'étais même sûr de savoir ce que je voulais. C'est une question un peu déroutante comme ça, mais il arrive que parfois, on veut faire des choses et à la fin, on s'en rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, il y a des gens on va dire, des structures qui peuvent aider. Donc, il y en a un que je peux donner qui s'appelle l'APEC. OK, donc tu t'es Euh, rapproché par exemple de à l'APEC. chaque fois que j'ai eu besoin, Ouais, donc tu as pardon, discuté avec des gens à l'APEC, qui est une association, à pour l'APEC, voilà, justement, c'est parce que même pour chercher un travail, hein, ma première expérience avec l'APEC, c'était une fois je cherchais un travail et puis c'était sur des postes où je pensais que j'avais vraiment des compétences, hein. Il y a pas de sujet. Mais sauf que je recevais des réponses qui n'étaient pas souvent à mon goût, quoi. Donc, je me suis rapproché d'un des consultants de là-bas et il m'a demandé de lui envoyer un CV. Donc, que j'ai envoyé, il a regardé le CV. Il m'a demandé de corriger un certain nombre de choses et après, ça a été radicalement différent, quoi. OK. Donc, moi, personnellement, c'est parce que justement, je mettais trop de choses sur mon CV par rapport à mon vécu, etc. Alors qu'il m'a dit, voilà, sur les postes, excusez-moi, il faut vraiment faire focus en fait sur le poste Ouais, tout à fait. sur lequel on va aller, ne pas vraiment mettre tout et n'importe quoi, surtout quand on a beaucoup d'expérience, parce que ça peut faire peur aux recruteurs. Ça peut leur donner cette impression aussi qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on fait un peu tout et n'importe quoi. Et tout de suite, ça a eu un petit, voilà quoi. Je l'ai ressenti tout de suite sur la réponse. Donc là, justement, je me suis rapproché d'eux encore quand j'ai voulu faire une conversion. D'ailleurs, je sais pas, on en reparlera tout à l'heure, j'ai fait un PTP, un projet de transition professionnelle. Et le fait de se rapprocher de professionnels comme la PEC qui vont vous aider, ça vous permet de gagner des points. OK, donc le Je fait de perds se un peu faire. la voix, je sais pas pourquoi. Alors, on va en parler juste après si tu veux, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est Ouais. aussi intéressant, comment tu as financé ta formation. Mais donc, OK, archi intéressant que tu aies vraiment parlé à des professionnels à la fois de l'accompagnement, mais aussi à des professionnels, si je comprends bien, du secteur de la cybersécurité. Ça, tu les avais trouvés comment? C'était dans ton réseau? Tu les as contactés sur LinkedIn? D'abord sur LinkedIn pour commencer, parce que bah, on va dire, c'est l'une des façons les plus simples aujourd'hui de contacter vraiment des professionnels. Pardon. Et puis, j'étais sur les salons, hein, chaque fois qu'il y avait des salons sur la cybersécurité, bon, souvent il y avait l'IA avec, etc. Donc, souvent maintenant, c'est des salons. Donc, j'étais sur les salons et puis après, il faut aller sur les sites vraiment des écoles.
que je faisais, comme c'est ça qui m'a ramené chez Jeda. Aller vraiment sur les sites, demander les brochures, je ne sais pas comment on appelle encore, Ouais. l'ABCDR, un truc comme ça. Donc voilà, avoir toutes les infos et puis ça permet de pouvoir vraiment affiner son idée. Et puis déjà, même parfois, on peut déjà chez Jeda, je me souviens que dès le début, on m'a invité à venir sur le Discord. Ouais. Donc là, déjà, une fois qu'on est sur le Discord, ça permet déjà vraiment de communiquer avec des gens, parfois qui sont soit en formation ou d'autres qui sont comme vous en train de chercher, etc. Et puis ça donne plus d'assurance, je veux dire, à la fin pour pouvoir être sûr de son choix. Ok, donc ça me fait une très bonne transition, hein. Donc si je comprends bien, c'était un gros travail de réflexion, à la fois pour le choix de la reconversion, mais aussi pour le choix de l'école. Justement, pour commencer un peu à parler de ta formation chez Jeddah, pourquoi et comment tu as choisi Jeddah? Euh, alors pourquoi? C'est ce qui me paraissait, enfin ça, c'est ce qui me, par rapport à tout ce que j'avais comme choix, hein, j'avais, on va dire, regardé les centres de formation qu'il y avait, hein, par rapport à qui faisaient de la conversion. Donc il y avait, enfin, en termes d'excellence, j'avoue qu'honnêtement, c'est ce que je trouvais être meilleur par rapport aux autres, quoi, par rapport à ce qu'il y avait. Il y avait aussi une question de la certification, parce qu'il y a pas mal de centres qui font des formations, mais il n'y avait pas la certification qu'elle avait. Donc moi, à l'époque, il y avait la certification AIS qui Ok. était passée là, sur cette formation. Voilà. Donc il y avait aussi la possibilité de pouvoir faire un hybride, c'est-à-dire voilà, ne pas tout le temps être en cours, pouvoir faire à distance en cours. D'ailleurs, finalement, je n'ai fait que j'ai tout fait à distance d'ailleurs. Et pourtant, j'avais prévu de faire ça en hybride. Donc, il y avait cette flexibilité, on va dire, pour soit en présentiel, soit en cours. Euh, et puis voilà, il y avait aussi la recherche, bon, par rapport à, on va dire, aux échanges que j'ai eus entre le staff, etc. Et puis, donc finalement, voilà, j'ai posé le pour et le contre. Et puis, Et puis tu as on va choisi dire Jeddah. finalement, parfois, c'est aussi au ressenti. C'est Ouais. au ressenti. J'ai échangé avec d'autres centres de formation par rapport aux échanges. Voilà, à un moment donné, on ressent, il y a un endroit où on est plus à l'aise par rapport à ce qui se passe Et que dans d'autres endroits, quoi. ça me fait une toute petite question, justement, puisque tu en parlais. Je t'ai pas demandé, mais toi, où est-ce que tu étais basé pendant la formation? Tu étais en région parisienne ou tu étais Euh, ailleurs? En région parisienne, voilà. Ouais, Ok, au tout début de la formation, je travaillais depuis nos bureaux, hein. On est à la Défense. Et parce que bon, c'était pour être tranquille, etc. Et au bout du premier mois, après un mois comme ça, là, j'ai vraiment commencé à travailler à la maison. ok. Donc, du coup, les derniers mois, j'ai fait que je travaillais à la maison, quoi. Et alors, Et bon, parfois, ça m'arrivait d'aller au bureau aussi. Bon. j'imagine qu'il y a des personnes qui se demandent pourquoi tu parles du bureau, de quel bureau tu parles. Mais alors, justement, une des Oui, particularités, c'est que toi, tu as fait ce qu'on appelle en PTP, en projet de transition professionnelle. Donc, pour expliquer rapidement aux personnes qui ne sont pas familières, le projet de transition professionnelle, ça permet d'avoir une formation qui est financée par Transition Pro, euh, alors, alors même qu'on reste en CDI, en fait, dans son emploi. Et c'est donc, ce ça. qu'il fait, c'est qu'il paye à la fois la formation et il paye également une partie de ton salaire ou ton salaire en intégralité. Ça dépend du niveau de salaire. Pendant la durée de la formation. Oui, Donc, c'est vraiment un financement quand on est en CDI qui est le financement, le meilleur financement possible pour se reconvertir dans les meilleures conditions. Et une fois que tu termines ta formation, tu reviens chez ton employeur à ton ancien poste. Euh, Justement, c'est vraiment pas facile d'obtenir un projet de transition professionnelle. Et souvent, il faut faire un gros travail de préparation que j'ai l'impression que tu as fait. Est-ce que tu as quelques conseils peut-être à donner sur comment décrocher un projet de transition professionnelle? Déjà, vraiment se renseigner auprès de Transition Pro tout de suite, parce que j'avoue que leur site est assez bien fait. Une fois que vous créez un compte chez eux, on vous explique vraiment pas tout ce qu'il faut faire. Déjà là, à la base, on se rend compte que c'est pas quelque chose de simple, hein. C'est vraiment un projet de vie, parce que, excusez-moi, mine de rien, ils vont quand même vous financer la formation.
vous payez votre salaire pendant que vous êtes en formation. Et même parfois, en fonction des cas, il y a d'autres aides en fonction des situations, quoi. Donc, c'est quand même un paquet d'argent assez important. Donc, avant qu'on vous le donne, il faut vraiment montrer que vous êtes déjà sûr de ce que vous faites et que savoir aussi que l'objet de la transition professionnelle, c'est de changer de poste. C'est pas aller faire une formation et puis revenir sur son ancien poste. L'objectif, c'est vraiment permettre aux salariés qui sont vraiment en activité de ne pas rester sur des postes sur lesquels ils n'ont pas envie de rester, mais juste parce que bon, ils n'ont pas trop le choix. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de pouvoir garder son travail, aller se former et être en sécurité. À se dire, bon, si pendant la formation, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que je veux, que ça se passe pas bien, j'aurai quand même mon travail et puis pendant la formation, j'ai mon salaire, etc. Donc, il y a déjà ça. Et puis, le faire de concert avec son entreprise. Parce qu'en général, ça se passe mieux. Voilà. Donc, en discuter avec des RH ou c'est pas votre manager, etc. Ne pas juste se lancer du jour au lendemain. Je fais une formation parce que savoir que l'entreprise a le droit de refuser une fois. C'est-à-dire, quand vous venez, vous dites à l'entreprise, j'ai un financement ou je veux y aller, votre entreprise peut vous dire non parce que moi, je suis pas prêt. Sur votre poste, il n'y a personne pour vous remplacer, etc., etc. Mais quand c'est fait on va dire, de concert avec l'entreprise, etc., ça permet voilà, de trouver un bon terrain d'entente. Pour vous, en tant que salarié, vous allez pouvoir faire une formation qui vous convient, et puis même l'entreprise peut vous conseiller, même vous aider. Et puis l'entreprise aussi, ça lui permettra de se préparer. S'il faut remplacer, s'il faut faire un remplacement sur votre poste, pour trouver quelqu'un, etc., etc. Donc, ça sont les deux principaux conseils. Et puis, vraiment prendre le temps de mûrir le projet. Parce que j'en vois beaucoup de gens, hein, c'est parce que c'est intéressant, ils veulent y aller, etc. Mais il faut être sûr de ce qu'on fait. Parce que voir un métier comme ça de l'extérieur, parfois, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Et puis, le projet de transition pro, il y a quand même pas mal de choses à faire parfois. Bien sûr, en fonction des cas. Hein, parce que voilà, parfois, ils se demandent des études de terrain, il faut faire des enquêtes métiers, etc., etc. Donc, il faut être vraiment sûr, quoi. C'est pas juste un dossier à remplir et puis on se fait financer. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses qu'on demande. Une fois que les choses sont bien faites, après, voilà, ça se passe tout seul. Effectivement, c'est pas mal parce que les documents qu'ils demandent, la démarche qu'ils demandent, elle force à se poser les bonnes questions et à vraiment mûrir son Exact. projet de conversion. Et nous, pour avoir accompagné depuis 6-7 ans maintenant plus de 4000 personnes pour se reconvertir, on sait qu'un projet de reconversion réussi, c'est un projet de reconversion qui est mûrement réfléchi, où notamment, nous, ce qu'on conseille toujours, c'est aller discuter avec des gens qui exercent ce métier pour vous faire une vraie idée et une vraie idée de à quoi ça correspond, comment ça se passe sur le terrain, parce qu'il y a toujours des avantages à un métier et des inconvénients aussi. Donc, c'est important de les connaître, d'avoir une image complète. Euh, alors, passons vraiment maintenant au cœur de ta formation. Comment ça s'est passé ta formation chez Jeddah? Et est-ce que tu aurais des petits conseils peut-être à donner aux élèves, aux futurs élèves et aux élèves actuels? Alors, la formation, elle n'est pas simple. Ce que je disais, le bootcamp, bon, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent déjà, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le bootcamp, c'est quand même assez intense, parce qu'il faut vraiment être focus là-dessus. Au début, on pensait peut-être pouvoir faire la formation en même temps d'autres choses, etc. Mais vu la quantité de données à assimiler, il faut vraiment se dire que lorsqu'on rentre en bootcamp le premier jour, voilà, on fait focus vraiment dessus à 100% parce il y a beaucoup de choses. Honnêtement, personnellement, c'est la seule difficulté que j'ai trouvée, c'est l'intensité, parce qu'il y a beaucoup de données qu'il faut assimiler en peu de temps. Après, une fois qu'on rentre en formation, vraiment suivre on va dire les conseils qui sont donnés hein, sur le site, etc. Surtout en termes de préparation, avant d'arriver. Bon, là, je parle pour la full stack. Hein, je ne sais pas si y en a qui font d'autres choses. Vraiment suivre pas à pas ce qu'il faut faire. Bon, après, en fonction des cas, il y a des gens qui connaissent déjà, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui maîtrise déjà le Python, quelqu'un d'autre qui ne maîtrise pas, quelqu'un qui était comme moi dans l'IT ou l'autre qui ne l'était pas, etc. Donc, peut-être il y a des choses qui vont être plus faciles pour certains pour d'autres. Donc, prendre le temps. Je sais que, bon, souvent, les gens qui font des bootcamps, souvent, on est pressé de finir la formation, soit pour aller chercher du travail après ou pour autre chose, mais vraiment prendre le temps
d'arriver en étant prêt. Moi, je pense que c'est quand on l'est, on souffre moins que lorsqu'on n'est pas. Quoi. Parce que, euh, on va dire qu'il y a tout. Quoi. La formation est complète. Une fois qu'on l'a fait, franchement, on sent qu'on a vu vraiment, on a fait un peu le tour de la chose, mais les choses arrivent tellement vite et il y a tellement de choses que il faut survivre au bootcamp, comme j'ai dit. Voilà. Mais Ouais. après, Et effectivement, nous, ce qu'on dit souvent à nos élèves, c'est que le bootcamp, c'est la première partie de l'apprentissage. Et effectivement, pendant le bootcamp, tu n'arrives pas forcément à tout assimiler. Et c'est vraiment, en fait, dans les mois qui vont suivre, en préparant la certification et en faisant tes projets, que tu vas réassimiler certaines choses. Et puis, en fait, il y a beaucoup d'autres choses que tu vas assimiler plutôt pendant ta première année d'expérience, ta deuxième année d'expérience dans la cyber, etc. Quoi. C'est le début de ta reconversion, en fait. Et exact. justement, donc tu disais, il faut vraiment bien faire les prep work, il faut vraiment consacrer du temps. La formation, quand tu la suis à temps plein, ça te prend tout ton temps. Toi, justement, ton C'est ça. background en informatique, à quel point ça t'a aidé? Alors, ça m'a aidé. Souvent, il y avait pas mal de. Bon, je pense que par rapport à certains, il y avait, on va dire, une bonne partie, surtout au tout début, des modules sur lesquels, bon, vraiment, j'avais pas trop de difficultés parce que moi, c'est des choses que je connaissais déjà. Moi, je savais un petit peu tout ce. En termes d'infra, tout ce qui est dans l'IT, on va dire, ça, c'est mon quotidien, je connais déjà. Donc, du coup, quand on parlait de la partie réseau, infra, parfois un peu de télécom, un peu de tout ce qui est satellite, etc., voilà, c'est des choses que je connaissais déjà. On va dire que j'avais un petit peu un background voilà, qui me permet. En termes de cyber proprement dit, bon, là, on va dire, j'ai découvert comme tout le monde. Quoi. Maintenant, on va dire, juste moi, j'étais pas perdu quand je suis devant un shell Linux ou je sais pas si on met devant Active Directory pour chercher des choses, etc. Pardon. Il y a des choses que j'ai déjà utilisées par le passé, mais voilà. Donc là, on va dire qu'il y avait il y avait quelque chose par rapport à d'autres. Là, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai tiré un chapeau à certains. Hein. Je voyais certains qui ne venaient pas du tout du monde de l'IT, qui quand même, voilà, ont tenu. Et puis à la fin, on a fait des projets ensemble. Je leur disais, mais vraiment, je ne sais pas si moi, à votre place, j'aurais tenu, quoi, parce que c'est quand même beaucoup de choses. Après, ce qui va faire la différence, c'est peut-être, voilà, après, par la suite, peut-être que moi, je serais plus à l'aise sur certaines choses par rapport à eux. Mais comme tu viens de le dire, hein, faut ce temps euh, pour revoir tout ce qu'on a fait. Peut-être pas tout, hein, parce qu'en fonction des postes, il y a des choses. Moi, j'avoue que je ne fais pas de pentest, donc du coup, toute la partie offensive, je ne la Ouais. revois pas vraiment parce que je travaille en multi. Donc voilà, comme épée. Mais sur la durée, après, voilà, il y a toujours il y a cette possibilité de revenir revoir des choses. Et puis, je pense que ouais, ça sert toujours. Quoi. Ok. Mais un autre conseil, hein, si je peux me permettre, si, c'est vraiment euh, essayer de suivre le bootcamp. Parce on a tendance parfois, lorsqu'on ne comprend pas certaines choses, à vouloir rester dessus. Ça, c'est une erreur qu'on le fait tous, on l'a tous fait. Et après coup, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment le jour J, si possible, essayer de faire le cours avant. Pendant le cours, suivre le cours, mais vraiment en avançant avec le formateur. Et, parfois, il y a des manifs qui sont demandés, je ne sais pas moi, pour faire du Google Dorking ou je ne sais pas, aller sur un site, etc., regarder, faire les manifs en même temps. Et l'après-midi, se concentrer sur les exercices, essayer de les faire et le lendemain, passer à autre chose. Ouais. Parce que sinon, dès qu'on reste un petit peu en arrière, on risque de se faire dépasser. Et là, après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais sauf que si on suit, peut-être qu'il y a des choses qui se font sur le temps présent qu'on va maîtriser, etc. En fait, vraiment suivre pas à pas, mais ne pas trop s'inquiéter parce qu'on n'a pas compris des choses hier, parce que c'est Ouais. le cas de tout le monde en bootcamp. Même si les gens qui ont du background dans l'IT, tout le monde souffre. Donc, je pense que ça, c'est important. Même moi, je le dis maintenant, mais je pense que si j'avais fait ça dès le début, peut-être que j'aurais mieux vécu les choses. Mais après, à la fin, c'est ça qu'il faut faire. Quoi. Il faut suivre, ne pas rester en arrière. Quoi. Ouais, faut vraiment accepter qu'il y a une telle somme de connaissances que vous n'allez pas être en mesure de tout comprendre et de tout maîtriser la première fois que vous en entendez parler. Et donc, il y a des trucs sur lesquels tu reviens plus tard. Toi, d'ailleurs, enfin,
Tu continues à regarder pas mal tes cours parfois, te connecter parce qu'il y a un accès à Julie, vous continuez à avoir accès à vie à Julie au cours. Donc Julie, c'est le nom de notre plateforme sur laquelle vous avez les cours. Toi, tu continues parfois à regarder des cours et à te repencher sur certains trucs? Oui, oui, ça m'arrive parfois. Là, j'ai vu ça avait beaucoup changé. Bon, comme d'ailleurs, moi, j'ai pas encore passé ma certif parce que je devais la passer en novembre dernier. Donc, du coup, là, je passe au mois de mars prochain. Ok. J'ai manqué de temps et puis bon, en même temps, il y a eu l'histoire du stage qu'il fallait faire parce que ce n'était pas prévu au début, etc. Donc là, du coup, ouais, justement, j'y retourne de temps en temps justement pour terminer mes livrables. Et puis, parfois, vraiment, juste par curiosité, hein, il y a des sujets que je sais que j'ai vus et que sur place, il y avait déjà on va dire, il y a une sorte de collection en fait qui existe sur lesquels voilà, j'ai pas besoin d'aller sur des IA ailleurs ou aller chercher moi-même. Quoi. Je sais qu'en allant, justement parce que j'avais déjà vu auparavant, je sais qu'en allant dessus, ce que je cherche, je vais vraiment le trouver là où c'était. Donc voilà, ça m'arrive parfois, rarement, mais j'y vais. Et surtout, maintenant que j'ai fini la formation, je me rends compte à quel point ce genre de choses est utile. Parce que lorsqu'on a fait une formation, surtout sur un certain déroulé, et qu'on se rend compte que la plateforme est disponible, on va dire, pendant encore X années. Finalement, ça devient même une sorte de la même manière où on irait sur une IA pour chercher une information. Moi, parfois, il y a des choses, quand je les cherche, je vais aller sur Julie parce que je sais que non seulement elle y est, mais elle y est présentée d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et pour moi, c'est beaucoup plus familier, on va dire, finalement, que d'aller ailleurs. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, hein, pour le coup, ça, c'est un truc, vraiment, l'accès, c'est à vie. Vous l'aurez toujours. Et le truc qui est très cool, c'est que dans la tech, on est dans des domaines qui évoluent assez rapidement. Donc, alors peut-être qu'en cybersécurité, c'est moins le cas, hein, mais les gens, par exemple, qui ont suivi notre formation data science il y a 5 ans, ils ont toujours accès à la version de 2026 qui est complètement différente parce qu'il y a eu des progrès absolument incroyables dans le domaine de l'IA. Euh, une question que je ne t'ai pas posée, mais qui est archi intéressante, je vais un peu montrer maintenant la vue d'ensemble de nos formations. Mais toi, au final, en cybersécurité, lesquelles de nos formations tu as suivies? Est-ce que tu as fait l'essentials ou est-ce que tu es rentré directement en full stack vu que tu avais déjà des bases en informatique? Directement full stack. Ok. J'ai fait directement la full stack. Et tu n'as pas fait la lead après? J'ai pas fait la lead après. Parce que tout de suite après, vu que moi j'étais en poste, hein, donc tout de suite après la formation, j'ai repris mon ancien poste et j'ai commencé progressivement bon, ça on verra tout à l'heure, mais à basculer sur le poste de SOC analyst. Donc, on va dire, j'ai pas eu le temps de faire autre chose depuis. Quoi. Ok. J'ai enchaîné directement. Je regarde rapidement les questions pour être sûr qu'on n'a rien zappé. Toc, toc, toc. Notamment, on avait une petite question, c'est pour ça que je te parlais de l'Essentials, mais est-ce que l'Essentials, c'est ouvert aux personnes qui n'ont aucune connaissance en informatique? La réponse, c'est oui, parce que justement, le but, c'est de pouvoir, c'est un peu une formation de mise à niveau pour permettre à des gens qui ne sont pas dans ton cas, Ibrahima, des gens qui n'ont pas fait de l'informatique auparavant, de justement suivre les formations full stack et donc la formation cybersécurité full stack. Euh, alors justement, euh, si on passe à la suite, à la recherche de ton premier poste, toi, tu as été dans une situation un peu particulière. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as décroché justement ton premier poste en cybersécurité? Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je travaille auprès d'un opérateur télécom. Donc, nous sommes opérateurs de services télécom. Donc, à la base, comme je l'ai dit, hein, je faisais du télécom réseau. Je travaillais sur un backbone d'un opérateur télécom de base. Euh, donc, justement, quand j'ai décidé de faire ma reconversion professionnelle pour passer à la cybersécurité, en ce moment, nous, on ne faisait pas de cybersécurité proprement dit. On va dire que la partie cybersécurité était confiée à un de nos prestataires extérieurs qui, lui, s'occupait de la sécurisation. Même si après, chez nous, on a des ingénieurs qui touchent un petit peu à un bateau parce que bon, c'est un peu hybride, mais on ne faisait pas de cybersécurité. Et le sujet était quand même, ça fait quelques années hein, qu'on en parle parce que moi j'ai la chance dans mon travail de discuter un petit peu avec tout le monde, que ce soit des commerciaux ou je ne sais pas moi, des gens du juridique. Voilà, on parle un petit peu avec tout le monde. Donc
souvent des commerciaux aimaient bien nous dire, mais la cyber, voilà, nous, on a des clients qui nous parlent de cyber, il faudrait qu'on s'y mette, etc. Donc, voilà. Du coup, moi, j'ai fait mon projet de transition professionnelle. Je suis parti en formation. Dans ma tête, je me disais j'allais faire ma formation et puis dès que j'ai fini, je vais chercher du boulot en tant que passeur canaliste ou pentester ou n'importe quoi, en tout cas dans la cyber. Sauf que pendant que j'étais en formation, le groupe dans lequel je suis a racheté une autre boîte, une petite boîte qui faisait de la cybersécurité. Donc, du coup, au moment où j'étais en formation, bon, je l'ai appris un peu à la fin. Et donc, dès que j'ai fini ma formation, ben, j'ai demandé vu qu'on a une entité chez nous qui va faire de la cybersécurité, ben, au lieu d'aller chercher du travail ailleurs, ben, j'aimerais intégrer cette entité-là. Donc, c'est comme ça que cela s'est fait. Du coup, voilà, depuis le mois de février, j'ai intégré cette entité et puis ça tombait bien parce que moi, je commençais dans la cyber et puis eux, ils venaient d'arriver on va dire, dans le groupe. Du coup, ça s'est fait naturellement et puis donc, ça se passe très bien depuis. Voilà. Alors, pour bien comprendre, donc vraiment, déjà, c'est le rêve. Tu as eu beaucoup de chance parce que déjà, tu La as eu chance. un financement vraiment top, PTP. Et puis surtout, en fait, au final, tu as vraiment pu faire de la reconversion presque interne. Pour bien comprendre qu'on se représente, Linked, la boîte dans laquelle tu étais initialement, c'est combien d'employés? Et la structure que tu as rejointe, elle fait combien d'employés à peu près? Alors, on va dire, on est dans un groupe qui fait à peu près 2000 collaborateurs, plus de 2000 de groupe. Et dans ce groupe, il y a, on va dire, peut-être une dizaine d'entités, vraiment des gros, des moyens. Après, mais tous quasiment tournés vraiment vers les télécoms. Les télécoms, de la wholesale, la vente en gros, c'est-à-dire qu'on vend parfois, certaines entités vendent, on va dire, des produits télécoms à d'autres opérateurs. Je prends un exemple, euh, tout ce qui est délégation des services publics, par exemple, dans certaines zones pour la fibre. Vous savez, à l'époque, il y a des régions qui ont monté, on va dire, des structures, on va dire, de fibre, mais après qui sont gérées par des entités, on va dire, indépendantes. Nous, il y a une entité chez nous qui en fait beaucoup. Et les télécoms en France, on va dire, bon, c'est un peu partout. Hein. Les opérateurs travaillent les uns avec les autres, les uns pour les autres, etc. Donc, c'est vraiment imbriqué, on va dire. Ouais. Donc, nous, on est vraiment un groupe télécom. Et dans ce groupe Linked, donc Linked est l'entité qui fait les services, c'est que lui, il est opérateur des services. Donc, il y a les opérateurs d'infrastructure qui, eux, vraiment on va dire, vont creuser les endroits, monter des antennes. Voilà, c'est eux qui vont vraiment gérer le physique, l'infrastructure physique et puis la revendre. Mais nous, on est opérateur de services. Donc, on est opérateur télécom, mais de services. Et on est à peu près 400 collaborateurs répartis un petit peu sur toute la France. Global, on va dire la majeure partie plus à Mont-Saint-Aignan, à Rouen, parce qu'on est un groupe normand. Mais bon, après, on a des bureaux à Paris et puis un peu partout. Dans toutes les grandes villes, en fait, on a des bureaux. Et donc, justement, la petite structure spécialisée en cybersécurité que tu as rejointe ensuite, elle fait quelle taille? Et toi, les Ouais. missions maintenant que tu fais au Alors, quotidien, qu'est-ce que c'est? l'émission, on est à peu près, on va dire, on va dire 10-15 personnes comme ça. Et puis bon, là, il y a beaucoup de changements qui sont opérés. Parce que lorsqu'un groupe, enfin, on va dire une entité est intégrée, au début, on la laisse telle qu'elle. Et puis, au fur et à mesure, voilà, il y a des synergies qui sont faites avec les autres services, avec les autres départements. Par exemple, des commerciaux qui appartiennent à cette entité vont finir par vraiment travailler avec les autres commerciaux de la structure, etc. Voilà. Après, ceux qui font de la technique, ceux qui font de l'ingénierie, etc. Donc, le travail proprement dit, au jour le jour, c'est un travail de SOC analyste. Un SOC analyste, qu'est-ce qu'il fait? On va dire, il va surveiller les alertes de sécurité qui proviennent, on va dire, de toute l'infra de nos clients, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on a une clientèle qui nous confie un petit peu la surveillance de son infra.
que ce soit physique ou les collaborateurs, parce qu'il y a des solutions aussi qui concernent les collaborateurs. Tout ce qui est la protection de boîte mail, par exemple, ce sont des choses qu'on fait et qui est très, très important en cyber, parce que c'est souvent le point d'entrée de tout. Donc, on va surveiller, on va lire toutes les alertes de sécurité qui vont monter en utilisant un certain nombre de différents outils, que ce soit des EDR ou du NDR pour les équipements sur lesquels on ne peut pas mettre DDR, etc. Mais on a des solutions pour protéger les appareils mobiles, par exemple, et même tous les objets connectés, IoT, etc. Il y a pas mal de solutions qui sont dédiées à ça. Donc voilà. Donc, grosso modo, on reçoit des alertes de sécurité qu'il faut qualifier d'abord dans un premier temps. Qualifier, est-ce que c'est une alerte qui vaut la peine d'être traitée ou pas. Bon, si ce n'est pas un faux positif, pour ceux qui connaissent. Si on a un doute, là, justement, on a des canaux sécurisés pour communiquer avec les clients, pour essayer de lever ce doute-là. Et puis, si toutefois, on va dire la menace est avérée, là également, on a un certain nombre de règles que l'on a mis en place avec le client pour remédier à la menace. Bien entendu, tout dépend de ce qui a été convenu avec les clients, parce que vous comprenez bien que les serveurs de production de nos clients, bon, c'est pas du jour au lendemain qu'on va commencer à mettre la main là-dessus, parce que parfois, voilà. Donc, c'est en fonction des cas où il y a des moments où il faut juste prévenir le client pour que lui-même, il aille faire les actions qu'il faut. Mais grosso modo, nous sommes un petit peu les yeux du client. Enfin, nous allons assurer sa sécurité, mais on va dire de façon globale. Toi, au final, c'est un métier où tu es pas mal dans l'analyse, la surveillance, mais tu es aussi pas mal dans la pédagogie et le conseil, puisque tu dois être au contact de tes clients dès qu'il y a ces alertes, justement, pour les traiter et trouver des solutions. Exactement. Dès qu'on a déjà à la base tout un référentiel pour communiquer avec nos clients. Et puis, comme vous le savez, les clients, ça peut être n'importe quelle entreprise. Donc, vous n'avez pas forcément des gens bien calés en informatique derrière ou parfois en sécurité, parce que vous avez des admins, parfois des admins système, mais en termes de sécurité, ce n'est pas forcément là. Donc, parfois, il y a besoin de les accompagner, parce que vous leur dites qu'il y a un tel problème. En fonction des clients, parfois, il faut affiner un petit peu le message pour qu'ils sachent vraiment quoi faire. Parce que parfois, ça peut faire peur, une menace de sécurité, surtout pour des entités qui n'ont pas l'habitude d'en avoir. Dès que vous leur parlez de problèmes de sécurité, ça peut faire tout et n'importe quoi. Donc, il y a ce côté, justement, tout à l'heure, tu me demandais le background, et ça, on passe ça aussi. Parce que parfois, quand on a déjà eu affaire de la clientèle, parce que moi, j'avais affaire de la clientèle physiquement, dans mes déplacements, sur le backbone. Donc, du coup, là, c'est à distance, mais il y a une façon de parler au client, il y a une façon d'écouter le client, il faut comprendre. Et surtout, une des choses que je pense très importante, que souvent j'ai tendance à répéter, c'est que même nous qui sommes dans le domaine de la technique, nous sommes des techniciens, nous sommes dans l'ingénierie, mais il faut toujours avoir ce côté commercial quand on travaille dans une entreprise. Pourquoi? Parce que il faut savoir que pour gagner ces contrats-là, il y a quand même tout un travail qui est fait derrière, difficile. Moi, j'ai eu la chance à mes débuts de partager mon bureau avec des jeunes commerciaux qui venaient de commencer. Et je voyais comment ils galéraient parfois rien que pour avoir un rendez-vous chez un client. Après ces rendez-vous, il faut transformer l'essai, etc., etc. Du coup, ça me permet, moi, aujourd'hui, quand je suis face à un client, supposons un client qui est mécontent ou un client qui ne répond pas, de quand même se dire que il y a quand même des gens qui sont démenés pour avoir ce client-là. Donc voilà, ça me permet à moi de savoir comment traiter ces clients. Et ça manque souvent aux gens, à beaucoup de jeunes parfois qui sont dans la technique. Ils font juste ce qu'ils ont à faire, point final, qu'on s'en fout. Mais dans la cybersécurité, je pense que quand on a ce contact avec les clients, c'est important d'avoir ça en tête. Ouais, on a la même chose en data. Il y a des métiers techniques où on n'est vraiment pas du tout au contact du client ou en interne au contact d'autres équipes. Et puis après, il y a quand même beaucoup de métiers où quand on est au contact d'autres équipes ou qu'on est au contact du client, c'est archi important d'avoir autant des hard skills, des skills techniques que des soft skills pour
bien s'entendre, bien faire passer ses messages, créer une collaboration qui fonctionne. Toi, justement, j'imagine que les choses se sont faites très vite et tu t'es pas forcément beaucoup posé de questions puisque tu es sorti de formation, il y a eu ce rachat, il y a eu cette opportunité en or. Mm. Euh, et donc, tu es allé vers la Blue Team, vers analyste SOC, mais à long terme, est-ce que comment tu voudrais évoluer dans le domaine de la cybersécurité? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans les prochaines années et quelles sont un peu les perspectives d'évolution que tu as? Alors, pour l'instant, on va dire, je suis en train de mûrir le, le poste, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, euh, déjà, nous, je ne sais pas si tu l'as dit, mais nous sommes un SOC souverain. Ça veut dire on joue un petit peu à la carte de la souveraineté dans le domaine de la cybersécurité. C'est un parti pris chez nous. C'est-à-dire que vu les temps qui courent, avec tous les problèmes géostratégiques, géopolitiques, etc., il y a ce côté des données personnelles qui est quand même super important. Donc, nous, même au niveau, on a pas mal de labellisation dans ce domaine-là. Donc, du coup, moi, ça me pousse à devoir me faire effectuer des formations auprès d'un certain nombre de nos fournisseurs, voilà, pour vraiment avoir cette maîtrise du poste. Et puis après, sur la durée, une fois que vraiment je serai bien à l'aise sur le poste, on va dire ça dépendra, tout dépendra des perspectives d'évolution que nous avons. Actuellement, voilà, on est en train de monter des projets, mais ça peut aller très vite en fait. C'est-à-dire que vous pouvez signer un client demain qui va peut-être multiplier par deux la totalité des assets que vous gérez. Donc, du coup, c'est plus la même chose. Parce que vous imaginez le nombre d'alertes que vous allez devoir recevoir, que vous allez devoir traiter. Donc, forcément, les équipes vont peut-être devoir grandir. Et puis, après, il va falloir se réorganiser, etc. Donc, je pense que déjà, là où je suis, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Après, voilà, dans ma vie professionnelle, les choses ne se passent jamais comme on a prévu. Donc, voilà, je vais voir un petit peu avec le temps comment ça se présente. Et tout, voilà, quoi. Et puis, voilà. Et, Mais quand je suis sorti de chez Jeddah, je voulais faire plein de testeurs comme tout le monde. Hein. Donc, ouais, et au il final, faut. les postes de pentester, c'est pas les plus fréquents en cybersécurité. Et en fait, il y a beaucoup Exactement. de postes côté Blue Team, côté Purple Team, plutôt que vraiment en Red Team, en offensif. Et alors, Exactement. justement, pour revenir un peu sur ton métier, n'hésitez pas, hein, il y a Eduardo qui voulait parler un peu plus du côté technique de ton poste. Donc, Eduardo et d'autres personnes qui regardent, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions précises à les poser. Euh, Moi, une première question que j'avais peut-être sur le métier de SOC analyste, alors tu l'exerces depuis février 2025, donc ça fait pas très longtemps, mais est-ce que tu sens qu'avec l'IA, ton métier change et notamment qu'il y a de plus en plus d'alertes peut-être qui sont traitées de manière automatisée et que tu as moins d'alertes à traiter ou au contraire pas du tout? En fait, moins d'alertes, on va dire, parce qu'il faut se dire que les attaquants aussi utilisent l'IA. Donc, forcément, ils peuvent contourner l'IA. Mais l'IA est partout. Et déjà, on va dire, les solutions que nous utilisons intègrent de l'IA, déjà pour nous remonter les informations, mais nous aident à les traiter. Et on va dire quasiment que ce soit un CIEM, un EDR ou quoi que ce soit, il y a toujours un module IA intégré. Là, je ne parle même pas de ce qui est en background, hein, dans le traitement, mais même sur les interfaces, on a quand même des modules IA qui nous aident, nous, à affiner on va dire, notre analyse, ou parfois même, voilà, c'est normal, hein, que ce soit nous, débutants ou pas débutants, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, on s'en aide pour mieux comprendre déjà les alertes que nous recevons, mais aussi pour les traiter. Donc l'IA, je pense que ouais, ça c'est devenu même banal, il y en a partout. Déjà même dans les moteurs qui permettent de déclencher ces alertes-là, il y en a une bonne partie qui sont vraiment des moteurs IA, quoi. Il y a pas des, c'est du machine learning, c'est au jour le jour, ça se fait. Et puis heureusement, parce que on va dire l'attaquant, il a toujours quasiment un temps d'avance sur nous, quoi. Donc si lui déjà il utilise l'IA pour attaquer, ben nous c'est quasiment obligatoire, quoi.
Et alors justement, une question d'Eduardo, pour bien comprendre, toi, sur ton poste de SOC analyste, c'est quoi les types d'alertes que tu traites le plus? Alors, les types d'alertes, alors c'est varié, hein, ça va aller sur des malwares qui sont suspectés sur des postes de travail, ou ça peut aller alors, il faut savoir que on se base sur, on va dire globalement, deux types de problématiques. Euh, les menaces qu'on va avoir parfois, c'est pas moi, un virus par exemple, ou un malware, on va dire. Souvent, il y a une signature reconnue, un hash ou bien une signature numérique, quelque chose qui permet de la reconnaître. Du coup, quand quelqu'un utilise un malware sur un boss, automatiquement, là, on a une alerte et puis là, on va le traiter, quoi, parce qu'on se dit que voilà, il y a un malware sur un poste, par exemple, quelque part. Mais le gros du travail, c'est fait sur ce qu'on appelle le comportemental. C'est tout ce qui est, on va dire, du Sigma, où là, on ne va pas forcément traiter des choses qui sont malicieuses, mais ce sont des choses qui peuvent l'être. Je prends un exemple très simple. Euh, un poste de comptable ou de commercial qui est sous le NIST, qui commence à aller fouiner dans le fichier /etc/page/wd, par exemple. Bon, en soi, quand on est en route sur son poste, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Mais nous, ça, c'est un comportement qui est suspect. Ok. Parce qu'on se dit, bon, ce gars-là, il n'a rien à faire dans ce fichier. Donc, on va dire le comportemental, souvent, c'est ce qui nous fait le plus d'alerte parce qu'il se passe des choses sur les postes, pardon, sur les endpoints ou sur le réseau qui n'est pas forcément malicieux, mais qui pourrait l'être. Justement, pour avoir un temps d'avance sur l'attaque, il ne faut pas attendre d'avoir quelque chose de sûr et certain Ouais. parce que là, on n'a même pas besoin d'être humain. Là, on peut automatiser. Mais il y a des choses qui se passent parfois on va dire, qui donnent des pistes de réflexion ou qui peuvent paraître suspects. Donc, c'est sur ça qu'on passe la plupart de notre temps. Et c'est ça, on va dire, un peu l'expertise, c'est ça la recherche. Et parfois, quand on arrive à trouver des choses, on va dire, qui ont failli passer sur le radar, voilà, on va dire qu'il y a quand même un côté assez gratifiant où voilà, on arrive à déjouer peut-être des choses qui paraissaient anodines à première vue. Voilà. Alors, justement, Je ne sais merci pas beaucoup. si ça répond à la question. Bah, merci beaucoup, hein, c'est parfait comme réponse. Et d'ailleurs, on commence à avoir pas mal de petites questions, donc je vais t'en poser une autre. On sait qu'en cybersécurité, il est souvent question de passer des certifications. Il y en a plein en pentest, en offensif, il y en a qui sont très connus en blue team. Est-ce que toi, justement, au poste auquel tu es, on t'a demandé de passer des certifications un peu pour affirmer tes compétences, pour développer des compétences supplémentaires? Ou si tu ne l'as pas encore fait, est-ce que tu comptes le faire? Alors, moi, de mon côté, comme je l'ai dit, j'ai cette chance, hein, on est sur un socle souverain. Donc, Ouais, qui dit socle souverain, déjà dit qu'il y a un certain nombre de solutions bien particulières qu'on utilise. Donc, déjà, sur ces solutions-là, je dois être certifié. Donc, il y en a certains que j'ai déjà fait, il y en ok. a certains qui sont en cours et il y en a certains qui sont programmés. Voilà. Donc, des certifications, oui. Il y en a, mais ce ne sont pas les certifications, on va dire, que l'on entend un petit peu partout. Après, j'ai la chance que je ne suis pas en train de me vendre, on va dire. Parce que parfois, quand on fait une formation et qu'on est au chômage et qu'on cherche du travail, là, forcément, on essaie de faire des formations qui sont les plus prisées sur le marché, etc. Mais j'ai entendu, lors de mes recherches, quelqu'un sur mes recherches qui disait que en cybersécurité, d'ailleurs dans tous les métiers, qu'il est important de trouver sa niche. Ce qu'il voulait expliquer, voilà, c'est que parfois, il ne faut pas essayer de vouloir tout maîtriser, vouloir tout connaître. Dans un domaine bien particulier, il est important parfois de trouver on va dire, un sous-domaine et puis peut-être faire focus sur ça, se former sur ça, faire ses certifications sur ce domaine-là. Après, ça permet vous d'avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres. Et puis, quand vous allez chercher du travail, peut-être que quelqu'un va voir votre CV, il va dire, moi, exactement, c'est ce mec-là que je veux parce que j'utilise des solutions que lui, il maîtrise et c'est son environnement, etc. Ouais. Donc, bon, après, chacun verra. Quoi. Bah, c'est un excellent conseil, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des développeurs qui développent
sur des langages extrêmement anciens et qui arrivent toujours à trouver du travail parce qu'il y a quelques sociétés qui continuent à utiliser ça et qui ont absolument besoin de ce là. Et donc, ouais, c'est un très bon conseil. Et nous, d'ailleurs, souvent sur les certifications, en plus, on parle de certifications en plus des certifications de type RNCP. On conseille d'en passer peut-être une maximum dans le domaine qui vous intéresse le plus. Et comme tu le disais très bien, une fois qu'on est en poste, on a souvent l'opportunité d'en passer plein qui sont liés aux technos qui sont utilisés sur ton poste. Exactement. Euh, Et souvent payé par la boîte aussi, donc ouais, du coup, ça vous coûtera. C'est d'autant plus simple parce que ça peut coûter cher ces certifications éditaires vu qu'elles sont très précises souvent, très spécifiques. Ouais. Il y avait une question de Selvi. Comment, alors merci beaucoup à Damien qui a commencé à y répondre, mais je voudrais bien aussi avoir ton avis là-dessus. Quand on ne vient pas d'un parcours IT, comment on peut bien se préparer à se reconvertir dans la cybersécurité? Mais déjà, Essentials, hein. Tu connais sur Jeddah, on va dire passer une formation, on va dire, de base dans l'informatique. Parce que nous, en full stack, on a eu des cours où dès le début, on nous parlait de c'est quoi une adresse IP. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est. Mais voilà, vous dire quoi. Vraiment, on revoit tout. Mais sauf que ça va être à vitesse grand V. Mais il faut vraiment essayer de maîtriser les bases. Parce que moi, je pense que. Enfin, après, c'est une question de personnalité. Hein. J'aime bien maîtriser, aller dans le fond des choses que j'ai fait, ne pas juste faire pour faire. Donc, si on veut vraiment maîtriser ce qu'on fait, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier les bases. Quoi. Les bases, vraiment les bases de l'informatique, les bases de l'algorithmie, essayer de, au moins, pas être un expert, mais au moins de savoir ce que c'est. Puis voilà, peut-être un langage de codage assez bas niveau pour essayer un petit peu de ça, parce qu'un jour ou l'autre, on risque de vraiment d'être bloqué sur ce genre de choses. Et puis après, Et donc, je pense vraiment, essayer d'avoir des bases. Donc, ouais, si je comprends bien, c'est un peu comme ce que tu nous disais, de parler avec des gens qui travaillent dans la cybersécurité pour se faire une idée du métier. C'est vrai qu'en fait, si vous cherchez des petites formations gratuites en ligne, sur YouTube, etc., en informatique, ça vous permettra de vous faire une idée de est-ce que vous, ça vous plaît. Et donc, notamment en parlant de ça, sur Julie, qui est notre plateforme d'apprentissage, vous pouvez y accéder en partie gratuitement à certains cours. Et il y a notamment des cours gratuits sur des langages de bas niveau et aussi sur Bash. Donc, ça peut être vachement utile pour débuter, pour voir si ça peut vous plaire. Il y a une question qui a été posée par Yacine. Désolé parce que je ne te l'ai pas relayé la première fois. Mais est-ce que dans le secteur de la cyber, sur du Blue Team, c'est possible de travailler à 100% en télétravail? Toi, tu fais du télétravail ou c'est pas possible du tout, ou tu ne le souhaites pas? Qu'en est-il? C'est possible. C'est difficile à avoir, mais c'est possible. J'ai quelques collègues qui, pas beaucoup, j'ai 2 collègues qui sont en full remote, on dit. Ouais. Mais parce que bon, c'est vrai qu'il était déjà dans l'ancienne boîte. Mais sinon, en général, les entreprises en France, en tout cas, sont de moins en moins friands des gens qui travaillent à 100% en télétravail. Enfin, c'est mon impression. Mais je vois parfois des postes où souvent on dit voilà, 50% télétravail, 50% présentiel. Mais 100% télétravail, oui, ça doit rester possible. Justement, si vraiment vous maîtrisez des choses, vous êtes sur une niche, vous êtes l'homme de la situation, que vous ne coûtez pas très cher, c'est sûr que Oui. la boîte se dira bon, non seulement j'ai pas. Ouais, c'est une bonne affaire. Quoi. Oui, Ça clairement. peut se faire, oui. Il faut trouver. C'est effectivement, c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas immédiatement, mais quand on commence à être spécialisé, quand on commence à avoir de l'expérience, ça peut être complètement possible à trouver, mais peut-être que ça se fera en échange d'un salaire un tout petit peu moins élevé. Enfin, il y a toujours des contreparties, quoi. Ça reste le monde du travail, donc il y a toujours des petites contreparties. Et puis, j'imagine aussi que, est-ce que toi, tu trouves, moi, je me dirais quand on se reconvertit dans un domaine, c'est pas mal d'être en présentiel avec ses collègues pour pouvoir apprendre d'eux. Est-ce que toi, justement, tu discutes beaucoup avec tes collègues pour te former?
Oui, 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 ça c'est de toute façon, c'est bon. Déjà à la base, on a des outils hein, de communication entre nous, parce que déjà, Link, on est quand même répartis sur plusieurs villes, hein, donc ça, on est déjà habitué. Mais au sein du SOC également, on a des outils propres à nous. Mais c'est vrai qu'il est important parfois d'échanger personnellement avec des gens, tu parles peut-être autour d'un café, peut-être que vous discutez des choses dont vous ne discutez pas ailleurs. Puis pour moi, quand on fait partie d'une entreprise, il est quand même important parfois de sentir l'entreprise, c'est ce que j'ai dit, voilà. Discuter avec des collègues, parfois ça permet d'avoir certaines informations, d'avoir un ressenti. Souvent, je taquine certains collègues, les commerciaux, en fin de trimestre, c'est ce qu'ils appellent la période de closing, où ils sont un peu plus tendus. Et voilà, j'aime bien les taquiner pendant cette période en leur disant, bon, je sens que vous avez beaucoup d'argent qui va rentrer, etc. Donc, ça permet de sentir parfois même quand l'entreprise va bien, quand elle va moins bien. Et puis, on apprend toujours. Hein. C'est difficile, hein, mais on apprend toujours des autres. On apprend toujours, même parfois des gens qui ne font pas le métier que nous. Discuter avec des gens et puis échanger, ça permet pour moi d'évoluer d'un point de vue professionnel, puis même de se remettre en question par rapport à l'environnement de l'entreprise, etc. Pour moi, c'est bon, après, c'est ça que chacun verra comme il veut, hein, mais full remote, c'est bien, c'est agréable hein, d'être tout le temps travailler chez soi ou autre chose, mais je pense qu'on apprend et on gagne beaucoup quand même à être dans une entreprise, à échanger avec d'autres personnes et ça a son utilité. Ok. Ben, alors, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Donc, je pense qu'on va C'est pouvoir passé conclure. vite. Merci beaucoup, en tout cas, Ibrahima, d'avoir présenté ton parcours de manière archi détaillée, de nous avoir un peu expliqué ce que tu faisais, de nous avoir donné tous ces bons conseils. Pour ceux qui veulent aller un peu Merci. plus loin et qui ne sont pas déjà en formation chez nous, quelques ressources qui peuvent vous aider. La première chose, c'est notre plateforme Julie, dont on a pas mal parlé ce soir. Comme je vous le disais, vous pouvez y accéder gratuitement et vous avez une cinquantaine d'heures de cours gratuits dessus, dont des cours en cybersécurité qui peuvent vous permettre justement de vous faire une petite idée de si ce domaine peut vous intéresser ou pas. Bien sûr, vous n'avez pas accès gratuitement aux cours, à la formation intégrale que tu as suivie. Vous pouvez aussi participer aux événements qui sont organisés. Il y a des workshops tous les mardis à 18h, donc sur la data, la cyber, l'IA, et notamment, je crois que celui de la semaine prochaine est en sujet cyber, l'OSINT, si je ne me trompe pas, ou OSINT. Et puis, il y a des portes ouvertes organisées tous les jeudis à 18h. Et puis enfin, vraiment, pour discuter de votre projet professionnel, Ibrahima, tu l'as dit, c'est important de parler avec des professionnels de la cyber, c'est important de parler avec des professionnels de l'orientation, de l'APEC, les conseillers en évolution professionnelle, il y en a dans pas mal de structures différentes selon votre situation. Et puis, n'hésitez pas aussi à parler avec nos chargés d'admission parce que depuis 2018, ils ont accompagné plus de 4000 personnes. Donc vraiment, ils sauront vous dire quelle formation est la plus adaptée. Ils sauront aussi peut-être vous challenger justement sur l'idée que vous faites du métier et votre projet professionnel. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc merci beaucoup à tous, merci encore Ibrahima et on vous dit à très vite dans nos formations pour un entretien d'admission. Au revoir. Merci à vous et bon courage. Bonne soirée à tous.